Alors qu'on ne sait toujours pas comment le gouvernement compte s'y prendre pour ramener l'an prochain le déficit public à 4,6% du PIB, la piste d'une année blanche fait de nouveau parler d'elle. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. On sait que François Bayrou devrait nous dévoiler avant mi-juillet son plan pour assainir nos comptes publics. Tout ce qu'on sait pour l'instant, la seule certitude, ce sont ces 40 milliards d'euros d'efforts budgétaires qu'il faut faire. Et là, ressort du chapeau, en tout cas, il y a cette idée d'année blanche, donc de gel des dépenses publiques et même peut-être gel du barème des impôts, qui potentiellement peut dégager des économies importantes et des recettes. Oui, qui pourrait, oui. Il faut rappeler le principe. C'est un gel en gros de toutes les dépenses, ça veut dire dépenses de l'État, collectivités territoriales, enfin dotation collectivité, prestations sociales, pensions de retraite, assurance maladie, le spectre est assez large. Le spectre est assez large, alors probablement il y a un certain nombre d'éléments de dépenses qui ne pourraient pas être gelés de cette façon-là, parce que ça correspond à des engagements qui seraient très difficiles de rompre. Bon, l'État a toujours un pouvoir assez fort en matière d'engagement, puisque il est celui qui fait la loi, mais cette loi, elle doit quand même respecter un certain nombre de principes, et en particulier le principe des contrats déjà passés. Donc pour les contrats de dette, par exemple, typiquement, c'est assez difficile de déclarer unilatéralement, sans déclencher un défaut sur la dette publique, que vous arrêtez de la payer, ou en tout cas que vous continuez à la payer de la même façon que l'année dernière. Donc ça met un peu de limite, mais effectivement pour un volume potentiellement assez important de la dépense publique, on pourrait faire ça. C'est une espèce de rabot uniforme qui évite de se poser des questions, qui a un côté qui est une espèce de règle pas très intelligente, mais on applique à tout le monde et dont on peut espérer. Alors quand on fait des calculs de coin de table, puisqu'on est vraiment à cet ordre-là et qu'on tient compte de l'inflation qu'il y aurait en 2025 ou en 2026 et des montants qui sont concernés, on arrive à des montants qui sont de l'ordre de 20 milliards d'euros pour la partie dépenses. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait aux 40 milliards. On peut bloquer un certain nombre de barèmes, que ce soit les cotisations sociales ou l'impôt sur le revenu. Ça rapporterait quelques milliards d'euros, mais là non plus, on n'arrive pas aux 40 milliards. Voilà, donc c'est une mesure qui n'est pas très courageuse, qui n'est pas très détaillée, dont on ne porte pas vraiment les conséquences qu'elle pourrait avoir, qui n'indique pas une politique, qui n'est pas reproductible, donc ça c'est aussi un autre inconvénient, mais qui permet de faire la moitié du chemin en matière d'efforts budgétaires, puisqu'on parle de 40 milliards, et que là vous me parlez de 20 milliards que rapporterait une année blanche. Exactement, la moitié du chemin. Ce qui veut dire qu'il faudrait derrière prendre un certain nombre de mesures supplémentaires, augmenter des impôts ou réduire franchement certaines dépenses. Après, il y a une petite question qui est de savoir, est-ce qu'il va pas y avoir des dépenses qui vont être jugées prioritaires, les dépenses militaires, les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche. Alors, dès qu'on enlève et qu'on fait des exceptions, en fait, on réduit l'impact et on augmente la nécessité d'avoir des politiques explicites de l'autre côté. Voilà. Bon, et en même temps, est-ce que c'est jouable ou pas de ne pas dépenser 1 euro de plus en 2026 d'argent public? Ou est-ce que c'est un défi vraiment immense? C'est jouable sur un certain nombre de budgets, sur un certain nombre de budgets de fonctionnement. C'est un peu plus compliqué sur les prestations, parce qu'il y a quand même un engagement implicite à ce que ces prestations soient versées à leurs bénéficiaires. Donc oui, quand vous dites j'augmente pas le montant les dépenses de RSA, c'est quand même... Alors vous pouvez dire j'augmente pas les pensions individuelles de RSA, mais s'il y a plus de gens qui se présentent au guichet pour obtenir le RSA et qui y ont droit, vous pouvez pas leur dire désolé, on n'a plus d'argent, on va passer l'année prochaine. Donc là, sur ces éléments-là, c'est assez compliqué. En jouant sur le stock, on peut quand même largement réduire les hausses. Et puis après, par exemple, dans l'exemple des dépenses militaires, on s'est engagé dans la loi de programmation militaire à une augmentation des dépenses. Donc, c'est une entorse à la loi de programmation militaire. Alors après, la loi de programmation militaire, c'est pas une contrainte dure, mais ça voudrait dire, si on veut la respecter ensuite, qu'il va falloir augmenter plus les dépenses militaires l'année prochaine que l'année où on les a gelées.
Alors, après l'année blanche, je crois que ça rapporte plus, entre guillemets, quand l'inflation est à un niveau plus élevé. Le fait d'avoir, a priori, 1% d'inflation, ça rapporte moins l'opération année blanche? Ah oui, ça c'est assez mécanique comme calcul. Donc, plus l'inflation est élevée, plus l'année blanche rapporte. Et effectivement, alors faire l'année blanche à un moment où l'inflation est plutôt basse, entre 1 et 2%. C'est plus indolore, on dirait, non? Voilà, c'est ça. Ça a moins d'impact et donc ça peut paraître une mesure plus facile à faire passer. Maintenant, oui, c'est quand vous faites la même opération et qu'il y a 5% d'inflation, en fait, ça peut permettre d'économiser beaucoup plus. Implicitement, c'est ce qui a été fait sur les dépenses publiques au moment où il y avait des taux d'inflation autour de 5% en France, en 2022, en 2023. Quand on indexe très partiellement l'indice de la fonction publique, à ce moment-là, on a un gain très rapide et très important sur la masse salariale de l'État et des collectivités territoriales par ce biais. Et ça, c'est quelque chose qui avait très très bien fonctionné à ce moment-là. Quand l'inflation est de 1% ou de 1,5%, évidemment, le gain, il est bien moindre. Mais même si la protestation vis-à-vis de ce genre de mesures sera aussi beaucoup plus faible. Ouais. Après, tout ça, c'est assez théorique, puisque en réalité, on se dit qu'année blanche semble quasiment impossible. Il y a les dépenses militaires, vous l'avez évoqué, Xavier, puis il y a la charge de la dette qui, elle, augmente aussi mécaniquement. On peut pas la geler. Et puis, il faut protéger les plus modestes, notamment les accidentés de la vie. Enfin voilà, c'est compliqué de faire une... Il y aura des entorses, même s'il devait y avoir une année blanche. Il y aura des entorses nécessairement. D'abord parce qu'il y a des dépenses avec lesquelles on ne peut pas jouer ce jeu-là. Donc la dette publique est un bon exemple, parce que en fait, ça sera un événement de défaut. Donc, et puis, vous voyez, sur une charge d'intérêt qui représente un peu moins de 60 milliards, économiser 600 millions et engager un défaut public, c'est quand même une opération qui serait invraisemblable. Perdre la qualité du crédit juste pour économiser 600 millions, ça serait totalement idiot. Et puis après, il y a d'autres engagements contractuels. En fait, le problème, c'est le respect des contrats. Et l'État, même s'il est souverain, il doit respecter un certain nombre de contrats. Il y a des contrats qui sont des contrats explicites, et puis il y a des contrats qui sont des contrats implicites, comme la protection des plus défavorisés, comme s'il y a des nouveaux gens qui se présentent au RSA ou au chômage et qui ont des droits, vous pouvez pas leur dire désolé, on a vidé les caisses et donc vos droits ne peuvent pas être honorés. Donc oui, il y aura forcément des exceptions, et des exceptions assez larges. Et à partir du moment où il y a des exceptions, il y aura aussi des demandes politiques pour qu'il y ait des exceptions. Et donc, probablement, l'économie politique de l'année blanche conduirait à ce qu'on ne va pas économiser 20 milliards, mais bien moins que ça. Et puis après, il faudra que tout ça soit validé par le Parlement. C'est pas non plus... c'est pas gagné. Alors, plus que validé, il ne faut pas que le gouvernement soit censuré sur cette politique. Cette politique, elle a quand même un inconvénient, c'est qu'elle a son affichage, c'est en fait, je ne fais rien. Et je ne prends pas de décision. Et c'est une espèce de jugement à la Salomon, quoi. C'est-à-dire, puisque vous êtes d'accord sur rien, on va faire la chose la plus idiote qui soit, qui présente le moins de choix politiques, qui n'engage pas l'avenir, parce qu'en fait, ça ne marche que pour une année. Voilà. Et dans le contexte où on est de décrédibilisation de l'action publique, d'une fracture politique qui s'installe, je ne sais pas si c'est la meilleure attitude à avoir. Il y a un côté, on baisse un peu les bras et on navigue au fil de l'eau par des mesures qui paraissent, qui peuvent paraître frapper du bon sens, mais qui, au fond, sont surtout des mesures sans aucun courage politique, intellectuel derrière. Ouais. Après, vous dites que c'est une opération qui n'est possible qu'une année, mais on peut chaque année être en année blanche. Pourquoi ? Oui, on peut être chaque année en année blanche. Le problème d'être chaque année en année blanche, c'est que tous les problèmes qui sont posés par l'année blanche vont se cumulent jusqu'au moment où ils explosent. Donc, mais oui, on pourrait faire chaque année une année blanche et continuer comme ça. Peut-être pour certains, ça serait même la solution de faire des années blanches jusqu'à ce qu'on soit à 3% de déficit. Qui est le niveau à partir duquel on stabilise la dette. Il faut expliquer que l'ambition d'Éric Lombard, il l'a dit, c'est de stabiliser la dette publique. Et à partir de 3%, on la stabilise. Voilà. Mais pour arriver à 3% par cette méthode, il faudrait faire des années blanches pendant quelque chose comme entre 5 et 10 ans. Quoi. Ouais, et aujourd'hui, on s'est engagé à être en dessous 3% en 2029, c'est ça
auprès de nos partenaires on s'est engagé européens. à être en dessous donc ça veut dire que de toute façon, même si on faisait des années blanches, on ne s'épargne pas le fait à un moment, pour des tas de raisons, tenir nos contrats, prendre en compte un certain nombre d'éléments, ou même simplement tenir nos engagements européens. On ne s'épargne pas le fait d'avoir des choix budgétaires à expliciter. Ouais, et pour ça, il faut avoir une majorité. Et là, on revient à une équation qui semble insoluble. Il faut avoir une majorité, oui, et c'est insoluble, en tout cas dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, ça ouvre les scénarios d'une dissolution de l'Assemblée nationale pour essayer de retrouver une majorité. Peut-être que à ce moment-là, ce genre de proposition, c'est une sorte de pédagogie sur voilà où nous conduit la paralysie budgétaire et parlementaire, et donc c'est de ça dont il faut sortir, et donc il faut voter de façon en ayant en tête les conséquences de ce vote et pas simplement son humeur. Mais bon, ça me paraît une voie assez complexe et tendue, mais c'est peut-être la seule qu'on peut emprunter aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.